Alors on l'a tous compris, hein, Wall Street qui vole de record en record. On a même vu Donald Trump à New York, à Wall Street, pour fêter le record du Nasdaq. Alors que pendant ce temps-là, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, on a une Europe boursière qui est quand même, pas dans la tourmente, mais qui fait du quasi sur place. La question c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Xavier, bonjour. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Est-ce qu'on peut dire déjà que l'élection de Trump a assurément, incontestablement contribué à ce rallye boursier de fin d'année à Wall Street? Et puis surtout, je pense que la réponse est oui. La question c'est combien de temps ça peut durer? Ça peut durer quelque temps parce que le programme économique de Donald Trump est tellement disruptif que ça introduit des potentialités en termes de libéralisation des marchés aux États-Unis qui sont absolument spectaculaires. Donc c'est ce qu'achète le marché, notamment. Pas jusqu'à l'infini. Non, pas jusqu'à l'infini, mais c'est un facteur éminemment de soutien, notamment tout ce qui se touche aux crypto-monnaies, éventuellement une réduction assez spectaculaire de l'administration américaine, et donc surtout une politique macroéconomique qui est très pro-business. Alors évidemment, elle a un corollaire qui est potentiellement inflationniste, c'est-à-dire la réduction, l'augmentation des droits de douane, plus éventuellement l'exfiltration, si j'ose dire, ou l'expulsion de plusieurs millions de travailleurs immigrés aux États-Unis. Ça va réveiller un petit peu l'inflation. Ça va réveiller l'inflation, et donc ça peut dégrader la compétitivité prix-coût de l'économie américaine. Mais ce n'est pas trop ce qui est en jeu, au fond. Ce qui est en jeu, l'élection de Trump est importante, mais ce qui est en jeu, c'est surtout la diffusion de la vague, on enfonce les portes ouvertes, mais de la vague intelligence artificielle. En attendant, il y a la Fed qui va baisser ses taux de 25 points de base ce mercredi. Oui. On se dit que c'est largement dans les cours, ça, dans les cours boursiers. C'est un non-sujet tellement... Oui, c'est un non-sujet, et puis c'est surtout un potentiel de moyen terme, d'une certaine façon, parce que l'économie américaine, la Fed, a les taux réels les plus élevés aujourd'hui, notamment si on fait une comparaison par rapport à l'Europe. Donc c'est là où le potentiel de baisse est le plus important. Évidemment, la contrepartie, c'est que la core inflation, c'est-à-dire l'inflation hors alimentaire, hors énergie, est aussi la plus élevée, enfin l'une des plus élevées. Il y a l'Angleterre qui est pas mal non plus, enfin le Royaume-Uni. Donc le sujet de l'inflation n'est pas complètement traité aux États-Unis. Mais c'est un potentiel de baisse des taux qui se prolongent. Et c'est surtout, ça induit quelque chose qui est important dans la question que tu poses en amont, c'est la valorisation du dollar. Puisque le dollar bénéficie, au-delà des attributs de l'économie américaine, bénéficie de taux réels qui sont nettement supérieurs à des comparaisons japonaises, évidemment, et même des comparaisons européennes. Après, je me demandais, mais quand on voit les records, encore une fois, plus de 30% pour le Nasdaq, quasiment autant, un petit peu moins pour le S&P, est-ce que c'est juste la tech qui monte ou est-ce que toute la cote à Wall Street en profite? Non, c'est essentiellement centré sur la tech. C'est essentiellement, c'est un énorme, au fond, c'est plus un, on dit c'est l'arbre qui masque la forêt. Donc là, c'est vraiment des gros chênes qui masquent une forêt non, le reste de la côte américaine, c'est beaucoup plus dur. On le voit sur les titres dits value, c'est-à-dire les titres industriels. On le voit sur les small caps. Donc au fond, tu as la tech américaine qui surperforme les autres big caps américaines, que ce soit les autres valeurs de croissance américaines, que ce soit a fortiori les titres industriels, et a fortiori les small caps, et a fortiori le reste du monde. Mais ce qu'il faut voir derrière, ce qui est important pour que nos auditeurs comprennent, c'est qu'au fond, il se passe depuis Lehman Brothers, la crise de Lehman Brothers, quelque chose, il y a une dualité de l'économie mondiale et de l'économie américaine. Si on prend le PIB par habitant, je vais faire une comparaison, je vais prendre le meilleur élève de la classe en Europe, l'Allemagne. Je prends les États-Unis. Le PIB par habitant en 2009, en dollars, est aux alentours de 47 000 $ par habitant. Aujourd'hui, il est à 98 000 $ aux États-Unis et à 56 000 $ en Allemagne. Et je prends le meilleur élève de la classe, l'Allemagne. Tout est dit là-dessus. Je ne prends pas la France, je n'ai pas l'impudeur de prendre la France, ni l'Espagne, ni l'Italie. Donc l'écart est absolument spectaculaire. Donc derrière, il se passe quelque chose. Du point de vue des caps, des valeurs technologiques américaines, qu'est-ce qui s'est passé depuis une douzaine d'années? Le chiffre d'affaires des 7 magnifiques a, a été multiplié par 14. Tu entends bien? 14. 14.
les bénéfices, enfin le résultat brut d'exploitation après amortissement multiplié aussi par 14. Les bénéfices ont été multipliés par 14. Et le PE, la différence de PE entre 2010 et aujourd'hui, n'a progressé, si j'ose dire, n'a que progressé d'une trentaine de %. Donc ça veut dire que si tu croises le price earning, qui est réducteur, parce qu'on ne peut pas tout limiter à ce seul ratio, c'est-à-dire cours sur bénéfice, et tu le rapportes au niveau de marge, il a plutôt tendance à baisser. Après la question, donc cette supériorité boursière s'explique par des fondamentaux qui sont très clairs et que ce n'est pas une bulle. Après, encore une fois, en Europe, ce quasi sur place, à quel moment est-ce qu'il est justifié, encore une fois, de façon économique, la croissance des bénéfices par action, les valorisations, etc. Ou est-ce qu'on se dit que c'est justifié et voilà, et quand, à partir de quand, est-ce que c'est la question qu'on se posait ce matin, là, à midi, à partir de quand les bourses européennes, or DAX qui est au plus haut aussi, avec 20% de hausse, vont rattraper, enfin au plus haut en tout cas, si, il est au plus haut, donc, le DAX 30, enfin, DAX 40. Quand est-ce que l'Europe, ou jamais, l'Europe ne rattrapera jamais l'écart qu'il y a aujourd'hui avec les marchés américains? Depuis 2022, ça s'annonce très compliqué. Pourquoi 2022? Parce que le 25 février 2022, c'est le conflit russo-ukrainien qui débute. Il change complètement la donne du point de vue énergétique. Les coûts énergétiques en Europe, depuis le 25 février 2022, ont été multipliés par 3 pour l'électricité, par 4 pour le prix du gaz, si je fais une comparaison avec les États-Unis. Même chose avec l'Asie. Donc j'ai des coûts intrinsèquement énergétiques pour ma base industrielle, pour mon développement économique, qui sont structurellement élevés. Et par ailleurs, je suis la zone économique du monde qui met en place, alors que le reste du monde ne le fait pas, les accords de Paris. Le reste du monde a signé les accords de Paris, mais ne le met pas de la même façon que moi. Donc moi, j'ai notamment l'interdiction des voitures thermiques en 2035, mais toute une série de mesures. Donc je suis une zone économique fragmentée du point de vue réglementaire, unifiée du point de vue monétaire, mais fragmentée du point de vue réglementaire, fragmentée du point de vue économique, fragmentée politiquement, fragmentée, si j'ose dire, budgétairement, avec des divergences, tu vois de quoi je fais allusion. Et de l'autre côté, j'ai une plateforme économique qui a 7 entreprises, au moins 7, mais il y en a d'autres qui suivent, qui ont une empreinte mondiale, qui ont des croissances. J'ai regardé, nous on a les comparables, les granolas, les fameuses valeurs de croissance européennes et les valeurs de croissance américaines. Granola, c'est L'Oréal, voilà, Roche, Laxco, voilà, absolument. Et la croissance en EBIT, Nestlé. en EBIT, je vais sortir mes petites fiches, comme ça nous évitera de dire des bêtises auprès de nos auditeurs. Donc parce que là, effectivement, ça... Voilà, donc il y a ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, Sanofi. Je prends la croissance de l'EBIT pour 2024, 2025, 2026, pour les valeurs qui ont un EBIT qui va croître. T'entends bien? Alors là, sur l'ensemble, il y en a au moins 3 qui voient leur EBIT décroître sur 2024, 2025, 2026. Je pense à L'Oréal, je pense à Nestlé, je pense à LVMH. La croissance est entre 1,3 et 2%. Je regarde les GAFA dans le même segment, Amazon, Apple, tu les connais. La croissance de l'EBIT pour 2024, 2025, 2026, pour 85% d'entre eux, va progresser entre 10 et 16%. Entre 1 et 2 pour la zone européenne, pour à peine un quart, et pour 85% du côté des GAFA, la croissance de l'EBIT, c'est tel le consensus, peut-être le consensus se trompe, est entre 10 et 15. Donc la messe est dite. Donc le droit boursier, on finit là-dessus, ne rattrapera jamais son retard. Alors il y a des écarts, il y a des écarts. Si, alors après il peut y avoir une résurrection du point de vue énergétique. Supposons qu'on se réconcilie. C'est des suppositions qui vont faire hurler pas de rire vont faire hurler certaines personnes, mais qu'on se réconcilie avec la Russie. Et d'un seul coup, on est à nouveau que l'Allemagne est à nouveau accès à du gaz entre guillemets pas cher. Ça va changer l'équation. La formation des prix de l'électricité est totalement aberrante en Europe. Aux États-Unis, c'est une plateforme. Les prix sont connus à l'avance. Il n'y a qu'en Europe qu'on forme les prix de l'électricité sur la dernière centrale à gaz qui produit. Et c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? Parce que la base de coûts énergétiques européenne devient de plus en plus à coût fixe.
Pourquoi? Parce que le nucléaire, c'est à coût fixe, parce que les éoliennes, c'est à coût fixe, parce que l'énergie photovoltaïque, c'est à coût fixe. Donc c'est absurde. Simplement, l'Europe est dirigée par l'Allemagne. Et l'Allemagne veut avoir accès à des centrales à gaz pour venir en backup de ses capacités éoliennes. Donc on a des prix d'électricité totalement aberrants, au-delà du fait qu'elle s'est aliénée avec la Russie. Donc c'est ça qu'il faut qu'on résolve. Il faut qu'on ait un marché des capitaux qui se fluidifie, mais tout n'est pas dit. L'Europe, il peut y avoir une résurrection. L'Europe pourrait être, mais peut-être il va nous falloir une génération, 10, 15, 20 ans, pourrait être la zone économique du monde qui est, d'une certaine façon, en avance du point de vue de l'économie décarbonée. Mais on n'en prend pas le chemin. Donc entre mettre 1 euro sur le CAC 40 et 1 euro sur la S&P 500. Ah mais je n'hésite pas une seule seconde. Et ça me fait mal au cœur, parce que moi je suis plutôt, on va dire, souverainiste, si j'ose dire. Pas une seule seconde. Le Standard & Poor's, le Nasdaq, Nvidia, la MSCI. On a... Attends. Cite-moi une autre région du monde, the last but not the least, où en 2025, on va introduire une société pour plus de 200 milliards de dollars. Une nouvelle société. Ouais. Bon alors, allez. SpaceX. Ouais. SpaceX. Tu sais, le bonhomme là, qui conseille Donald Trump et qui récupère ses boosters et qui les envoie, qui les récupère, qui les fait faire 8 fois, 9 fois. Ce gars-là, il a fait un objet qui s'appelle SpaceX. Sa valorisation, il a fait une toute petite augmentation de capital privé, là pour le coup, avant probablement l'introduction en bourse. Ça vaut au bas mot 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est quoi? C'est plus que la somme des capitalisations de Boeing et de ADS. Ça veut dire que même au sein de la cote américaine, il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce que nous, on fait un raisonnement Europe-États-Unis, mais au fond, on fait un raisonnement New Economy contre Old Economy. Au sein même de la cote américaine, et tu connais les affres qu'a connu Boeing avec il se passe quelque chose. Donc il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Il n'y a pas d'autres régions au monde, pas d'autres propositions en termes d'investissement où tu vas trouver des supports d'investissement de cette nature-là. Donc que va-t-il se passer quand Elon Musk va introduire SpaceX? La terre entière, enfin si j'ose dire, des investisseurs, avec 200 milliards de dollars, tu te rends compte? Il serait en première position dans le CAC 40 et très largement. Non, pas en première position, mais il serait dans le top 5. Il serait dans le top 5 du CAC 40. Top 3 même. Voilà. Bon, donc là, oui, dans l'instant... C'est pas pour demain que les bourses européennes vont rattraper le retard. Ah non, non. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des batailles qu'on n'engage pas que l'on perd. Donc ça veut dire qu'il faut... on a des options, mais elles vont être longues à mettre en œuvre. Il faut qu'on résolve impérativement notre équation énergétique et surtout qu'on résolve le paradigme de la dislocation sous toutes ses formes, politiques, industrielles, économiques. Prends les projets d'investissement sur le SCAF, tu sais, la fameuse coopération entre la France et l'Allemagne sur l'avion du futur, le char du futur. La première question que posent les chancelleries françaises ou allemandes, c'est la répartition de la charge de travail. Ce n'est pas l'objet en tant que tel et sa finalité stratégique décidée par les États-majors, c'est comment on va répartir la charge d'activité industrielle pour préserver les bases industrielles de chacun. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Bon voilà, explication point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci. Merci David.